Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. C'est l'heure de votre rendez-vous économique du dimanche, comme chaque semaine en compagnie du meilleur. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Maxime. Vous avez vu, c'est l'accueil à chaque fois avec énormément de modestie. Au programme d'Osez entreprendre ce matin. Comment une petite entreprise née en 1857 est devenue un géant mondial présent dans plus de 150 pays? Je vous raconte l'histoire de Seb. Et on parlera aussi d'une nouvelle façon d'entreprendre, se lancer sans créer réellement d'entreprise, avec Élodie Renaud, cofondatrice de Nexco Portage. Le portage entrepreneurial est-il une révolution ou un simple compromis? Et puis un moment décisif dans toute aventure, le premier client, celui qui valide ou celui qui remet tout en question. Avec Jean-François Faure, notre consultant entrepreneurial, on verra pourquoi une entreprise ne commence pas avec une idée, mais par une preuve. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, on commence avec une saga industrielle française qui a touché quasiment tous nos foyers. On parle ici du groupe Seb. Depuis 1857, cette marque a su se réinventer sans cesse et ça continue. Exactement Maxime, et tout commence en 1857, faisons un peu d'histoire, avec Antoine Lescure, modeste rétameur ambulant qui s'installe à Selonget en Côte d'Or. Il va créer un atelier de ferblanterie, soit de la rénovation d'ustensiles de cuisine. De fil en aiguille, l'entreprise se transforme, mécanise sa production et devient en 1944 la société d'emboutissage de Bourgogne, Seb, et lance en 1953 sa super cocotte, la Cocotte Minute, qui révolutionne la cuisine. Et le groupe Seb ne s'arrêtera pas là. Tout à fait, c'est dans les années 60-70 qu'il va entrer sur le marché du petit électroménager, cafetière, grille-pain, yaourtière. Puis il met l'innovation au cœur de sa stratégie. Friteuse sans odeur en 1967, cuiseur vapeur en 1994 et des produits connectés dans les années 2010. Parallèlement, le groupe devient global en rachetant des marques emblématiques comme Tefal, Calor, Roventa, Moulinex, Krups. Et aujourd'hui, quel est le rôle du groupe Seb dans nos vies ? Eh bien, le groupe Seb est aujourd'hui un acteur mondial du petit équipement domestique présent dans plus de 150 pays quand même. Il continue à inventer des produits qui rendent la cuisine, le soin du linge et l'entretien de la maison plus simple, plus agréable. Et au-delà du produit, c'est aussi un engagement, qualité, fiabilité, innovation. Bref, mangez bien, vivez mieux, comme ils aiment le rappeler. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Thomas, notre première invitée, et votre première invitée précisément, c'est Élodie Renaud, cofondatrice de Nexco Portage, société spécialisée dans le portage entrepreneurial, et elle accompagne plus d'une centaine d'indépendants déjà. Bonjour Élodie Renaud. Bonjour. Alors effectivement, Maxime vient de le dire, vous êtes sur le portage entrepreneurial. Alors comment on peut commencer par définir ce que c'est? Parce que je crois que tout le monde ne connaît pas, très sincèrement. Effectivement. Donc le portage entrepreneurial, c'est une nouvelle façon d'entreprendre. Concrètement, les indépendants, au lieu de créer seuls leur structure, leur entreprise, passent par notre structure, ou enfin, par une structure de portage entrepreneurial, pour pouvoir gérer leur activité. Alors ça s'adresse à qui concrètement? C'est vraiment des jeunes entrepreneurs? Est-ce qu'ils veulent tester une idée par l'occasion ou c'est vraiment un choix avéré? On a de tout profil. Voilà, tout profil. C'est vraiment un statut pour les personnes qui entreprennent de manière individuelle. Alors, il faudrait qu'on lève une ambiguïté, parce qu'il y a des gens qui nous entendent parler, là, depuis quelques minutes, de portage entrepreneurial, et ils peuvent penser portage salarial, justement. Quelle distinction fait-on réellement entre les deux, pour que ça soit bien clair avant de poursuivre? Oui, donc la différence, c'est le statut. Le portage salarial, c'est une émanation de l'intérim et des contrats courts. Donc, la personne a le statut de salarié, tandis qu'en portage entrepreneurial, il est vraiment indépendant. Il a le même statut qu'un président de SASU. Alors pourquoi ce modèle, en revanche, séduit-il, le portage entrepreneurial, séduit-il de plus en plus d'indépendants aujourd'hui? Parce qu'il amène la flexibilité comme une micro-entreprise. C'est facile, c'est simple. Et il apporte également tous les avantages d'une société. Alors, est-ce que pour vous, selon ce que vous voyez, parce que vous accompagnez quand même un certain nombre d'entreprises, plus d'une centaine d'indépendants, comme le disait Maxime dans le lancement de notre interview, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une solution durable ou plutôt une phase de test pour entreprendre, pour quiconque choisit le portage entrepreneurial? Ça peut être pris pour une phase de test pour les personnes qui, par la suite, veulent embaucher des salariés ou quoi que ce soit. Donc, comme ça, ils peuvent tester leurs produits, leur marché. Et par contre, pour les personnes qui restent seules, ça peut être
perçu, enfin ça peut être utilisé comme une phase durable. Alors, comment ça fonctionne concrètement, hein, le modèle qu'on rentre un petit peu dans ce système-là? Qui facture, qui encaisse, qui paye? Parce que c'est bien quand même par rapport à ça que ça va se jouer. Exactement. L'indépendant reste totalement autonome dans la gestion de ses activités. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui va prospecter, c'est lui qui va négocier avec ses clients, c'est lui qui va trouver ses clients. Et nous, on va intervenir pour, en général, tout ce qu'ils n'aiment pas. On va apporter le cadre. On va gérer l'administratif, le juridique, la comptabilité, les relations avec les URSSAF, les relations avec les assurances. Enfin, vraiment, on gère tout le back-office, tout ce qui ne leur rapporte pas d'argent. En fait, vous vous adressez à ceux qui ont une phobie administrative. Oui. Comme certains qu'on a pu connaître. Oui, totalement. Voilà. Totalement. Non, mais c'est ça, sincèrement. Il y a ils la veulent pas partie, s'occuper de ça, ils veulent travailler et l'administratif leur pèse. Exactement. Et puis, en fait, après, c'est vraiment avoir un siège social rattaché à son activité, parce que les dirigeants de grands groupes, ils n'ont pas forcément de phobie administrative, mais ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de la paperasse, de la comptabilité, tout ça. Alors, quels sont les avantages financiers et les économies réalisées par rapport à une création d'entreprise classique, le modèle que vous proposez? Alors, par rapport à une création classique d'entreprise, du coup, nous, on va apporter tout ce qui va être mutualisation de services. Donc, la mutualisation fait qu'ils ont accès à des services, enfin, au même service qu'une entreprise classique, mais à moindre coût. Nous, on est à 7% du chiffre d'affaires, ce qui est à peu près les coûts qui sont effectués dans les grandes entreprises au niveau des coûts de siège. Alors, est-ce que ça permet de réduire, par exemple, les risques liés à l'URSSAF, à la comptabilité ou aux erreurs administratives? Bien sûr, parce que c'est nous qui prenons tout en charge. Donc vous êtes beaucoup plus carré, vous pensez que les indépendants qui ne sont pas forcément habitués à tout ça, et du coup vous les soulagez de ça. On a une formation, on est formé au niveau de la comptabilité, de la finance. Alors, on va s'intéresser un peu à vous, à votre société, Nexco Portage. En quoi est-il différent des autres acteurs du portage? S'il y a une différence. Nous, on est une société humaine. Alors, je dis pas que les autres ne le sont pas, mais en tout cas, on est basé sur l'humain, sur la simplicité, et on s'adapte le plus possible aux besoins de nos indépendants. On reste une petite structure. Et au niveau des prestations, est-ce qu'il y a des choses qui vous différencient justement également? Bien sûr, nous, on est par exemple, on est certifié Calliope pour les actions de formation et les bilans de compétences, qui font que les formateurs qui sont chez nous peuvent faire financer leur formation via les OPCO de leurs clients. Alors, rentrons un peu dans votre catalogue de prestations pour que tout le monde, tout au moins certains éditeurs et auditrices qui sont intéressés par adopter peut-être ce système de portage, le comprennent bien. Quelles sont les missions concrètes que vous prenez en charge au quotidien dans votre structure chez Nexco Portage? En fait, on va mettre en place un outil de gestion à disposition de nos indépendants où dessus, ils vont pouvoir indiquer toutes les modalités des missions qu'ils ont, enfin des prestations qu'ils ont négociées avec leurs clients. Ce qui nous va nous permettre de pouvoir établir les contrats, de pouvoir faire les factures, faire les relances si nécessaire. Et ensuite, on rémunère les indépendants en fonction des frais professionnels qu'ils ont eus et de la rémunération. Alors, au-delà de ça, est-ce que c'est un modèle d'entreprise partagée? Parce que c'est le terme qu'on utilise souvent. Et qu'est-ce que cela change pour l'entrepreneur? On peut dire que c'est un modèle d'entreprise partagée complètement, parce qu'on partage du coup le même numéro de SIRET. Est-ce que ça change pour l'entrepreneur? Je pense un petit peu plus de légèreté dans le quotidien, parce qu'il n'a pas à se soucier en fait de tous les aspects annexes à son activité. Il peut vraiment se concentrer sur ce qui le passionne et ce qui l'anime. Et est-ce que le portage entrepreneurial est, selon vous, Élodie Renaud, vous êtes la dirigeante de Nexco Portage, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, le futur du travail d'un indépendant? Est-ce que c'est vraiment le futur pour lui de faire du portage? Complètement. Oui, je pense. Oui. Donc, question inverse, du coup, dans quel cas vous déconseillez de choisir ce système-là? Dans quel cas je le déconseille? C'est une très bonne question. Si vous avez des gros investissements, il vaut mieux avoir une société classique, parce que du coup, il y a la notion... Ça protège plus, il y a la protection d'amortissement qui rentre dans les gros investissements. Et après, si jamais vous souhaitez employer quelqu'un ou avoir un associé, du coup, c'est quand même mieux aussi également d'avoir une société classique. Oui, donc pour se résumer, pour finir notre entretien de ce dimanche matin, ça s'adresse quand même principalement, pour tous ceux qui l'ont compris, à des structures un peu plus petites, un peu plus souples, et qui, à un moment donné, si elles veulent passer le pas, devront aller, quoi qu'il en soit, vers un système juridique plus traditionnel, du coup. C'est ça. Mais s'ils veulent rester un peu dans un schéma indépendant,
peuvent continuer avec le portage entrepreneurial. Ils ont une activité seuls, ils peuvent continuer faire carrière en portage entrepreneurial. C'est beaucoup plus sécurisant qu'une micro-entreprise classique. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Élodie Renaud d'avoir été avec nous ce matin et d'être passée du côté d'Oser Entreprendre, en rappelant donc que vous êtes la cofondatrice de Nexco Portage. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, pour clore ce premier rendez-vous ce matin, on va s'adresser à ceux qui sont seuls, qui démarrent et qui attendent ce moment, il faut le dire, un peu magique quand on est entrepreneur, c'est-à-dire le premier client et la première facture. Absolument, Maxime, c'est le Graal, le premier client. Oh, à qui me dites-vous ? Attention. Vous vous rappelez de votre première facture ? Très bien. Ah, c'est pas vrai ? Ah oui, bien sûr. Bon, c'était pas hier, je vous cache pas. Mais alors, en revanche, il faut pas que ça soit sa mère ou son oncle ou son plus ancien patron, le vrai premier client, celui qui ne nous connaissait pas il y a encore quelques temps, qui vous choisit quand même. Jean-François, pourquoi ce premier client est si important à vos yeux ? Eh bien Thomas, justement parce qu'on s'en souvient, parce que c'est le moment où une idée devient un marché. C'est ce client dont on est fier d'afficher le bon de commande dans son bureau ou son atelier. Avant, on avait une intuition, un projet, parfois même une étude de marché qu'on pensait bien ficelée. Mais le premier client, c'est la réalité qui commence. Alors, mais souvent, il arrive plus tard qu'on ne le pense quand même, Jean-François, car on est d'accord, ce premier client se prépare bien avant de lancer son activité. Ouais, exactement, Thomas. Ce client, il ne tombe pas du ciel, il vient parce que vous avez commencé à parler de votre sujet, vous avez montré que vous compreniez un problème, vous avez créé de la confiance. Parfois, sans vous en rendre compte, même sans rien vendre. En fait, on ne trouve pas son premier client, on le construit en amont. Bon alors, il a signé ce premier client et même peut-être déjà payé. Et la suite des événements, c'est quoi ? Bon alors, bien sûr, vous avez honoré sa commande, vous avez donné le maximum. Mais là, tout change, parce que le deuxième et le troisième client arrivent rarement pour les raisons que vous aviez imaginées. Et en plus, vous avez compris que vous ne pourrez pas tenir sans vous adapter. Vous entendez quoi par là ? Par exemple, le premier client vous aide à comprendre que votre business n'est pas en l'état tenable à grande échelle, ou bien que votre étude de marché est à moitié fausse. Mais ça, c'est pas grave. Entreprendre, ça ne se valide pas dans un PowerPoint, ça se corrige en marchant. Donc, il faut accepter de se tromper. Alors, pas seulement accepter, il faut s'y attendre, presque le désirer. Et surtout, il faut écouter ce que ce premier client veut dire, même quand ça ne vous arrange pas, parce que ce n'est pas vous qui l'avez choisi. C'est lui qui vous a choisi. Donc, si je vous comprends bien, le plus dur n'est pas de créer une idée, c'est de trouver quelqu'un qui vous prouve qu'elle mérite d'exister. On est bien d'accord, Jean-François ? On est là. Et surtout, de ne pas avoir peur de l'échec. On se retrouve dans un instant, mon cher Thomas, pour oser investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.